sur France 2. Je vais vous raconter comment je suis devenu l'ami d'une fille formidable. Elle se trouvait un peu trop ronde. Elle était merveilleuse. Aussi, je ne fus pas mécontent qu'elle me demandât de l'aider. Décidé, mais pas l'essentiel. Parfois, c'était facile. Parfois, un peu plus dur. Mais c'est ainsi que nous sommes devenus inséparables. Et voilà le résultat. Tiens, et lui le grand là. Faudrait peut-être que je m'en aille aussi. Contrex, mon partenaire minceur. 3617 Eurydiel, le registre national du commerce. Êtes-vous prêt pour le grand chocolat? La composition du nouveau chewing-gum sans sucre Extra est unique. C'est pourquoi Extra a un goût qui dure extra longtemps. Si vous voulez un chewing-gum qui ne perd pas son goût à la gare de l'Est, prenez Extra, le chewing-gum au goût qui dure jusqu'à Vladivostok. Pour sourire, dites cheese. Résistez au menu Best of Cheese et double cheese à 19 francs et 29 francs. Tout le monde dit? Ça se passe comme ça chez McDonald's. Vous vous sentez fatigué? Vivamine, c'est l'énergie de 12 vitamines, 9 minéraux. Un médicament réservé à l'adulte. Un comprimé par jour. Twingo vous intimide? Twingo vous bouscule? Vous déroute? Vous trouble? Vous... Du 15 au 28 février, achetez Twingo. Vous avez 15 jours et 1000 km pour l'adorer. Ou pour l'échanger contre une autre Renault. Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec. Du 27 février au 6 mars, Salon international de l'agriculture. Paris, porte de Versailles. Il n'y a pas que des ripoux chez les flics. Avis aux candidats. En France, pour rentrer dans la police, il faut lutter contre la drogue. Garder son sang-froid. Oui. Ne pas succomber à la tentation. Respecter les prévenus. Écoute, je peux vous offrir un petit cigare? Pourquoi petit? Être parfaitement incorruptible. Garder son self-control. Attention, patron, faudrait peut-être pas en abuser. Enfin bref, vous l'aurez compris, dans la police, seules les troupes d'élite sont admises. Fesse d'enculé. Thierry Lhermitte, Philippe Noiret dans Les Ripoux, concours d'entrée mardi à 20h50 sur France 2. Tiens, comme ça tu ressembles à Belmondo. Sport de Troyes vous présente Stade 2. Avec les magasins Catena, partenaire officiel de l'équipe de France olympique. Et le Crédit Lyonnais, la banque des Jeux olympiques. Bonsoir à tous, Jeux Olympiques, c'est l'heure du bilan. Il est heureux pour le biathlon féminin et masculin également.
Anne Briand et les hommes. On en reparlera tout à l'heure. Bilan un peu moins positif pour l'ensemble de la délégation française. On parlera football également. On reviendra sur le championnat de France. Auxerre n'a pas pu marquer. PSG et Marseille, statu quo. Reportage également sur le football portugais. Et puis rugby, incroyable mais vrai. Retour de Laurent Cabane en équipe de France. Le joueur du Racing n'a pas joué un match depuis plusieurs mois. Il jouera pourtant contre l'Angleterre. Et puis bienvenue à notre invité. Notre invité, c'est David Moretti, entraîneur heureux des garçons du biathlon. Les filles aussi, je vous le disais, ont bien réussi ces Jeux Olympiques. Il faut bien trouver des motivations et des raisons de sourire. Car vous vous souvenez sans doute, il y a 15 jours, un peu comme le CNOSF, un peu comme nos confrères, nous envisagions 10, 12 médailles. Eh bien, il y en a quelques-unes qui sont restées de ce côté. Il y a eu seulement 5 médailles, pour la délégation française. Voilà. Un stade 2 un tout petit peu bousculé pour une raison très simple, c'est qu'actuellement, sur la patinoire de Lillehammer, a lieu la finale. J'allais dire a eu lieu parce qu'elle devait avoir eu lieu. Mais elle a lieu, pourquoi? Parce que Canadiens et Suédois ne sont pas parvenus à se départager 2-2 et dos à dos d'ailleurs, les deux équipes à l'issue d'une partie exceptionnelle. La prolongation a eu lieu, vous savez, c'est le système de la mort subite. L'équipe qui marque a gagné, on joue 10 minutes. Eh bien, personne n'a marqué. On va faire un petit tour du côté de la patinoire pour voir où on en est. C'est l'épreuve des pénaltys qui va démarrer dans quelques secondes. On va à la patinoire tout de suite, jeter un petit coup d'œil. Vous voyez que les deux capitaines, Berglund et Joseph, sont avec l'arbitre pour un tirage au sort pour les pénaltys. Alors, on prendra bien sûr des nouvelles de ce match de hockey sur glace, donc match absolument explosif entre les Canadiens que vous voyez ici et qui ont longtemps cru qu'ils allaient perdre puisqu'ils étaient menés très très longtemps 1-0 par les Suédois. Égalisation suédoise ensuite. Les Canadiens prennent l'avantage. Égalisation canadienne, que dis-je? J'espère formidable. En tout cas, les Suédois qui étaient menés 2-1 ont réussi à égaliser à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. On va donc se lancer dans l'épreuve des pénaltys. Et un titre olympique donné aux pénaltys, c'est quand même une sensation assez rare. Les gardiens ont une importance capitale, bien sûr, dans cet exercice. On va assister au premier essai, donc c'est Peter Nedved, Canadien, qui va se lancer le premier. Cinq tirs chacun, c'est exactement comme au football. Et l'ambiance dans cette patinoire, vous l'avez sans doute vécu tout au long de l'après-midi sur France 3. Avec Laurent Delay et Thierry Adam. 1-0 pour les Canadiens, c'est bien sûr aux Suédois de tirer maintenant. Le ralenti. Messieurs les Suédois, 1-0 pour le Canada. Le score définitif sera de 3-2, puisqu'en hockey sur glace, on ne compte que le dernier pénalty. C'est Loeb, Hakan Loeb, qui s'élance, c'est fait. Allez, on regarde faire. Regardez les fans de tir avant le shoot. Arrêt canadien. 1-0 Canada. Canada. Hirsch qui s'avance pour le Canada. C'est un scénario que vous connaissez bien, vous qui suivez le sport, puisque dans le football, c'est exactement le même règlement. Avec cette implication très claire, qui vous montre donc que le Canada mène 1-0. De vous dire 2-0, que dis-je, inutile de vous dire que le prochain Suédois va avoir la pression, comme on dit. Ça vous ralentit encore. Inouï de voir que les Canadiens jouent ici un titre olympique. Oh que ça va être difficile.
Bien. Il se déporte sur la gauche. Il marque. Svensson ramène les Suédois à 2-1. Et là maintenant, la responsabilité passe à Salo. Salo, vous le savez bien entendu, c'est le gardien de but suédois. Regardez comme c'est bien fait ça. Alors, pour 3-1. Dwayne Norris. Mais ça ne suffit pas, c'est Salo qui a le dessus. Ah, c'est souvent le cas. Hein. Toujours bien. Possibilité d'égalisation des Canadiens sur le tir d'égalisation, donc à 2 partout pour les Suédois. Et avec un petit bout de pression qui est parti. C'est un peu comme un jeu décisif. Vous remarquerez, monsieur le ministre Toubon, que je n'ai pas dit tie-break. C'est un peu comme un jeu décisif. La pression passe d'un camp à l'autre. Neislund, Mats Kombilander, intérieur-extérieur. Ouh là là, détourné par le gardien canadien. Toujours 2-1. Mais c'est aux Canadiens de shooter. Et un 3-1 maintenant serait pratiquement définitif. Et la belle anticipation du gardien canadien. Il ne se laisse pas embarquer, il bouche le bon angle. Le tir est trop à l'extérieur. Avec la jambe gauche, il ferme l'angle. Et le joueur suédois est obligé de frapper le poteau. Ah là, si ça fait 3-1 sur le 4e tir, là, si ça fait 3-1 pour le Canada, il y aura du mal de fait. C'est Parks, Greg Parks, qui va shooter. Un titre au bout de ce palais. Oh là, l'arrêt encore, Salo. L'arrêt. Toujours 2-1, possibilité d'égalisation pour les Suédois. Allez, ça, comme peut se jouer un titre olympique. Je ne vais pas vous faire manquer ça. Vous nous rejoignez maintenant pour Stade 2. Toujours 2-1, décidément peu de buts dans ce match, puisque je vous le rappelle, le score était de 2 partout à l'issue du temps réglementaire. Forsberg, Peter Forsberg qui joue là pour l'égalisation. Le shoot et de l'extérieur. Ça paraît facile comme ça, c'est bien fait. Que c'est joli. Alors là, la situation est simple, il reste un shoot chacun. Canadien, Greg Johnson. Échec interdit, Greg. Le Suédois arrête le tir de Johnson. La victoire cross du prochain shooter suédois. Mais le héros, c'est lui. Retenez son nom, remarquez, c'est facile. Esa Elo, le gardien suédois. Oh, que c'est bien fait, ça. Imaginez la pression maintenant qui repose sur les épaules du gardien du Canadien. Si les Suédois marquent, ils sont champions olympiques. Hanson. Arrêt du Canadien. 2-2 dans l'épreuve des pénaltys, comme à l'issue du temps réglementaire du match. Ça n'arrange pas les affaires de Stade 2, mais c'est tellement sympa. Alors, 2-2 à l'issue du temps réglementaire, 2-2 à l'égalisation, 2-2 à l'issue de l'épreuve de pénalty. Eh bien, messieurs, on continue. C'est le système de la mort subite maintenant à nouveau. C'est-à-dire que c'est le premier qui marquera, tandis que l'autre échouera, bien entendu. C'est comme au football, c'est simple. Raymond Charbiot et Patrick Neuf comprennent. Eux qui ont pris place à côté de moi pour nous parler dans quelques instants
du ski de fond, bien sûr, du ski nordique et également du ski alpin, car il y a eu beaucoup d'actualités ici à Lillehammer. On va parler du 50 km fond, de l'épreuve reine ici. Et puis on va parler du slalom homme avec un Alberto plus star que jamais. Alors messieurs, c'est comme vous voulez, mais nous, on va peut-être pas garder l'antenne jusqu'à 20h30. Donc si vous voulez bien vous mettre d'accord pour désigner les tireurs, messieurs. Imaginez la pression chez les joueurs et chez les supporters. Alors, si je savais que la préparation est assez longue, on montrerait un peu de Jeux Olympiques. Svensson, Korsberg. Vänta. Voilà, c'est parti. Les shooters ont été désignés. On donne le nom des shooters à la table de marque et l'arbitre va ordonner donc le shoot des pénaltys. Monsieur l'arbitre, c'est quand vous voulez. Je vous rappelle que le premier échec, tandis que l'équipe d'en face signifie la défaite. Il faut rater. Canada, avantage maintenant. Ralenti de cet échec donc du Suédois. Derrière, le Canadien joue gros. Allez, on décide. Vous savez ce qu'on va faire? On va vous enregistrer tout ça. Si vous êtes vraiment passionné de hockey sur glace, vous passez sur France 3. Les deux chaînes étaient en même temps sur ce programme. Vous passez sur France 3, n'hésitez pas si vous le voulez. Nous, on va dérouler Stade 2, on est obligé quand même. De toute façon, vous ne manquez rien. France Télévisions, c'est ça, on vous propose l'alternative. On pensait que ça durerait 2 ou 3 minutes. On voulait le vivre ensemble. Là, ça prend un petit peu trop de dimension. Donc, on va nous ouvrir une page ski alpin pour parler, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de ce qui s'est passé aujourd'hui et surtout du slalom avec un Tomba qui nous a encore impressionnés. Et je rassure les téléspectateurs, ceux qui restent avec nous, il y en a quand même quelques-uns, j'espère. Ceux qui restent avec nous, on leur proposera bien sûr la fin de ce hockey en différé dans quelques instants. Patrick. Oui, on pouvait avoir des doutes après le slalom géant à propos d'Alberto Tomba parce qu'il est passé complètement à côté. En revanche, aujourd'hui, au slalom, on a eu un scénario incroyable qui s'est produit.
quelque chose à quoi on a rarement assisté, c'est-à-dire une hiérarchie bien établie après la première manche, et puis une piste et un tracé qui a piégé beaucoup de monde. Regardez plutôt. Pour une fois, les drapeaux non norvégiens étaient presque plus nombreux, par endroits seulement. Mais avec Tomba, il fallait s'attendre à tout. Même avec une médaille d'argent, tout de même sa 5e médaille olympique en 3 jeux, il a volé la vedette au vainqueur, l'Autrichien Thomas Stangersinger. Une première manche catastrophique, dans laquelle il encaisse 1 seconde 80 12e temps. La cause de cette claque, une piste très glacée sur les premiers mètres où il fallait accrocher. Puis des replats sur lesquels la glisse est plus importante, Alberto y commet beaucoup de fautes. En théorie, injouable pour une médaille. Stangersinger, lui, avait compris cette piste. Il gagne la première manche grâce à un ski tout en finesse. 8 dixièmes d'avance sur Amott, son dauphin, ici à gauche, avance visible sur l'enfilade qui précède l'arrivée. En haut, c'est très gelé, les 10-15 premières portes. Et en bas, la neige est totalement différente. Et là, il est très important d'avoir un matériel préparé. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai pris autant d'avance dans la première. Les petits Français Yves Dimier et Sébastien Amier se sont fait piéger. 19e et 20e de la première manche, ils avaient une carte à jouer dans la deuxième. Mais ils n'avaient pas le bon jeu. Douleur au dos et ski moyen pour Dimier qui termine 15e. Coup de poker manqué car pour tenir, il sort en haut du tracé de la deuxième manche. Postulant pour la victoire, Amott. Roth étonnant 3e, Sikora, Jage et bien sûr Stangersinger. Alberto, lui, n'y croit visiblement plus. Une seule solution pour l'Italien, attaque à outrance. Ça démarre moyennement, il frôle même la chute. Et sur la fin, Tomba a mis un turbo. Parcours qu'il semble trouver insuffisant. Son chrono tient pourtant. Choisir la menacée pour échouer à une demi-seconde, Jage rate sa manche. Sikora jusque-là, 4e, perd un ski. Roth, 3e de la première manche, en faux. Médaille assurée pour Alberto. Consternation pour la Norvège, Amott est éliminé au même endroit. À ce moment-là, il ne reste que Stangersinger qui avait presque 2 secondes d'avance en lice. Incroyable scénario dans lequel l'Autrichien se retrouve, concède du temps, mais ne craquera pas. Avance réduite à 15 petits centièmes à l'arrivée, chapeau Stangersinger, Tomba au 2e, mais heureux. Voilà, et pendant ce temps-là, bien sûr, le hockey, c'était très vite ça en image, on retourne à la patinoire, c'était autour. Donc l'info, victoire de la Suède, donc championne olympique, on y reviendra sans doute demain soir, un peu plus longuement, dans le journal des sports que vous suivrez. On va maintenant parler de ski de fond, ski nordique. Ça a été, Richard, on va faire comme Patrick, on va voir à la fois le factuel, l'épreuve du jour, et aussi un bilan global. Ça a été, je crois, la grande fête surtout.
Ça a été la grande fête et aussi le dessert aujourd'hui. Cette semaine, c'était le plat de résistance avec le relais. Aujourd'hui, ça a été le dessert qui a été avalé par Smirnov. Mais si vous voulez, la star de ces Jeux, ce n'est pas Smirnov, ce n'est pas Delhi, ce n'est pas Dicenta. La star de ces Jeux, pour moi, c'est le public. J'en étais à mes 9e Jeux Olympiques et je n'ai jamais vu ça. Enthousiasme, faire Le Kazakh Smirnov acclamé alors qu'il vient de battre les idoles norvégiennes. Public exemplaire, public de rêve comme on aimerait en voir partout, de tout âge pour dire plus tard j'y étais. Tout est beau pour signifier son amour du ski, y compris monter sur les toits afin de ne rien manquer du spectacle. Tant pis pour lui, il va rater le passage de la nouvelle star, Vladimir Smirnov, le seul skieur au monde à avoir porté les coups de 3 pays. L'Union soviétique jadis, la Russie hier, le Kazakhstan aujourd'hui. Le grand Smirnov, en tête du départ à l'arrivée, n'a jamais trahi un seul moment de faiblesse. Et les Français, ils ont skié comme ils ont pu dans cette course de géants. Cédric Vallet, Philippe Sanchez, Patrick Rémy 22e, aussi heureux de la victoire de Smirnov que s'ils avaient gagné eux-mêmes. Pour lui, il est en face en médaille d'or, c'est bien. Alors là, moi je suis très content parce que Smirnov, c'est sûrement sa première médaille d'or au jeu et je crois que c'est la plus belle. Bien content pour lui. C'est vrai, il avait tout gagné, sauf la médaille d'or. C'est mieux. La consécration à 30 ans, il était temps. Que les Jeux se terminent pour Ulvang et pour Delhi, absents du podium du 50 km. Heureusement que Delhi avait eu l'occasion de faire 2 fois la pirouette pour fêter ses 2 médailles d'or. Car dans le fameux relais norvégien, là aussi ont été battus. Une course exceptionnelle, un grand moment de sport, une employade impitoyable entre l'Italien Fauner et le Norvégien Delhi. Et un épilogue digne du meilleur scénario avec la victoire au sprint de l'Italie, 9 médailles dans le seul ski de fond. Grâce aussi à Manuela Dicenta, 5 médailles à elle seule, 2 en or, 2 en argent, 1 en bronze. Grande, souriante, belle, une reine. La grande fête nordique serait incomplète sans les hommes blancs. Sans l'Allemand Weissflog. Champion olympique au grand tremplin 10 ans après Sarajevo. Sans les sauteurs norvégiens Ebretsen au petit tremplin. Dernier à Albertville, objet de la risée générale, il avait juré de faire oublier cet affront. Champion olympique devant son public. Merci messieurs, c'est fini, dommage. Des jours merveilleux. Retour à Paris où l'actualité ne s'est pas arrêtée, loin de là mon cher Jean Mamère, puisque vous allez nous parler de beaucoup de choses, notamment de rugby, de football, de basket et de cyclisme. Effectivement, et nous aussi on mérite des médailles. Les médailles au moins d'être ici le dimanche après-midi, alors que c'est vrai vous êtes au froid, mais Dieu que c'est beau, les Jeux d'hiver. Et on va commencer sans perdre de temps par le basket. C'était la semaine décisive européenne pour 2 clubs français, Cholet et Limoges. Alors ça a passé ou ça a cassé. Pour Limoges, on se doutait un petit peu que ça allait passer. En revanche pour Cholet, Patrick Montel, on a quand même rêvé jusqu'à jeudi soir, jusqu'à la dernière
dernière minute presque. Hein. Oui, c'était très cruel parce qu'il a fallu attendre l'ultime manche pour que Cholet soit éliminé, n'aille pas en finale de Coupe d'Europe. On est un peu triste ce soir pour l'équipe du président Léger qui avait fait un très bon début de saison, qui méritait vraiment sa finale de Coupe d'Europe. Ils sont en passe de devenir les poulies d'or, nous en veut pas Raymond, mais enfin les poulies d'or du basketball. Il va bien falloir un jour que Cholet gagne quelque chose et en plus vous allez le voir, ça c'est quand même sur cette histoire européenne parce que Limoges a été super. L'attaque de l'Olympiakos en rouge, quelque peu gêné aux entournures, c'est le secret de la défense de fer de Limoges, avec Jim Bilba ici qui intercepte et s'en va au smash. C'est le symbole d'une rencontre que les champions d'Europe ont largement dominée. Et pourtant, l'Olympiakos d'Athènes est le premier de la poule de Limoges. Seulement voilà, on ne voulait pas décevoir le public de Beaublanc. Danny Yang tire et réussit à 3 points. Et c'est la 3e victoire consécutive de Limoges en championnat d'Europe. Pourtant, en face, il y avait de quelques pointures intéressantes, comme Zarko Pajpaj, qui réussit le panier ici. On les retrouvera sans doute en Final Four. Limoges donc qui contient l'équipe du Pirée et avec un dernier panier de Michael Young qui aura encore marqué 25 points mercredi soir. Et puis préparez vos mouchoirs, c'est une pièce en 2 actes dont la première s'est jouée à Cholet mardi soir. C'est le soir de la revanche pour les Blancs qui ont dominé les Basques de Vitoria 103 à 90. Avec à la base de ce succès impressionnant un cogneur nommé Mike Jones. 38 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et un bijou de ce match arrière. Vraiment digne de figurer dans notre top 10. Jones, mais aussi Eric John, le numéro 11, récompensé par cette chevauchée solitaire. Bref, Cholet était sur son nuage avec Maître Rigaudot à la baguette, 30 points, 5 passes décisives. C'est incroyable. Regardez d'où Antoine Rigaudot va décocher son tir à 3 points. Il y a plus de 7 mètres, à mon avis. Tout juste peut-on apprécier en face les qualités de contre-attaque et la surpuissance de Ken Bannister, l'Américain, surnommé l'animal, vous avez compris pourquoi, pauvre panneau. Et il n'est pas seulement surpuissant, Bannister, il sait aussi parfaitement démarquer Perasovic, vous avez vu, c'est une passe aveugle. Mais l'heure était à l'euphorie mardi soir avec un superbe Cochran qui nous a fait oublier complètement le pauvre rendement de la passe. Seulement voilà. 2 jours plus tard, c'est la belle, la dernière manche, et Vargas va être tué d'entrée par ce smash de Ken Bannister. Match sur la tête, c'est le châtiment suprême en basket. Bannister qui au total va réaliser 28 points, ce sera vraiment le bourreau de l'équipe. Que reste-t-il alors à cette équipe de Cholet? Heureusement, il y a toujours Eric John, très fluide, 12 points marqués dans la tourmente. Eric John et bien sûr Antoine Magic Rigaudot. 34 points marqués, formidable d'abnégation, formidable d'adresse surtout, 4 sur 7 à 3 points, aura tout tenté. Seulement voilà, la balle de match, c'est Mike Jones qui va la rater. Jones qui enterre les derniers espoirs de Cholet, battu 83, je vous l'avais bien dit, hein. Préparez vos mouchoirs. Par contre pour Limoges, donc ça baigne, quart de finale 10 mars, 15 mars, la belle le 17. Limoges jouera 2 matchs, peut-être en Grèce contre le Panathinaïkos, ce ne sera pas simple. Vous voyez les autres quarts de finale, rendez-vous au mois d'avril à Tel Aviv pour Limoges, on le souhaite tous. Résultat du championnat avec la grosse déception de Cholet, décidément complètement KO, battu dans sa salle par Le Mans, 71 à 69, rien ne va plus pour les hommes de Buffard. Limoges s'est promené en atomisant le Valois, dit Dijon, Balion et belle victoire de Pau à Gravelines. Le match Pau-Dijon du 20 mars que l'on diffusera vaudra son pesant d'or, ce sera pour la 4e place. On va regarder en Pro B maintenant pour voir que l'Est est toujours au pouvoir. Strasbourg à l'aise devant Toulouse, Nancy qui gagne à La Rochelle, bravo. Et puis victoire également de Mulhouse face à Lourdes. Chez les jeunes filles, on en arrive maintenant aux phases finales. Tarbes et Stinson battus après prolongation à Valenciennes. Challes-les-Eaux écarte Aix-en-Provence. Pour le reste, Mirande battu à Clermont et Bourges victoire à l'extérieur à Rouen. Groupe C enfin pour noter les victoires de Strasbourg et de Montferrand. Ah bravo, vous méritez une médaille vous aussi. Alors du basket, on va passer au cyclisme. Nous avons appris cette semaine que Bernard Thévenet allait remplacer Bernard Hinault au poste de conseiller technique de l'équipe de France professionnelle lors du prochain championnat du monde sur route. Mais en cyclisme surtout, Thierry Blanco, c'était hier le fameux Edvolk, le premier grand rendez-vous belge avec le cyclisme. Que s'est-il passé? Est-ce que les Français ont brillé au moins? Les Français ont essayé de briller. Vous savez qu'en Belgique, il y a des sprinteurs. Il y a notamment un certain Wilfried Nelissen. Il y a aussi Johan Musseux et bien d'autres. On va voir comment s'est déroulée cette course très nerveuse qui s'est terminée aussi par un sprint ultra nerveux. On est parti donc avec une échappée
km de Rob Mulders, le néerlandais de la formation World Perfect, celle de Frédéric Moncassin. Mulders qui a tenté une dernière fois de fausser compagnie à un peloton, emmené ici par les coéquipiers de Frank Van Den Broek qui n'étaient pas là, mais avec Mario De Clercq. On préparait le sprint, notamment là aussi pour Djamounidine Abdoujaparov. Voici la jonction avec Rob Mulders et un sprint qui va partir ici en tête avec Yel Nedam. Et à gauche, regardez qui déboule. Eh bien, c'est Abdoujaparov qui est bien parti pour l'instant sur sa ligne devant Capes. Monsieur Abdoujaparov qui se déplace comme il le fait beaucoup dans ce sprint. Et Nelissen qui surgit de la droite. Nelissen qui va être légèrement, regardez, tassé dans les barrières pour finalement l'emporter. Abdoujaparov sera déclassé. Le classement donc avec Frédéric Moncassin. Regardez le ralenti. Abdoujaparov qui Moncassin en profite presque à droite pour passer. Il ne passe pas. Nelissen devant Moncassin et Abdoujaparov. Ça en dit long, cette victoire. Bravo d'abord à Nelissen. Oui. Et puis très bien la place de Moncassin. Ça en dit long pour Paris-Roubaix. On attend beaucoup de Moncassin. Vous vous mouillez? C'est un pronostic? Ah oui, je me mouille. Nous verrons si vous avez bien vu. Alors, on va passer maintenant au rugby. Cette fin de semaine se sont disputés les barrages du Manoir. 3 clubs se sont qualifiés. Castres, Perpignan et Narbonne. C'est pour nous, c'est notre petit dimanche ordinaire de rugby, mais Pierre Salviac quand même, la France entière de rugby a déjà les yeux tournés vers samedi prochain avec ce fameux France-Angleterre. Moi je me pose une petite question quand même, j'ai écouté Stade de dimanche dernier, j'ai entendu Guy Laporte, vous avez réussi à extirper à Guy Laporte la composition de l'équipe de France sans changement, finalement je lis aujourd'hui les gazettes, une semaine plus tard, 3 changements. Oui, il fallait oser. Il fallait oser, effectivement, mais les circonstances sont imposées. D'abord parce qu'Armari s'était blessé samedi, alors il n'est donc pas en mesure de tenir sa place. Et puis Marc Cessillon lui a fait remarquer dans la semaine que peut-être s'était-il blessé samedi à Cardiff sans s'en rendre compte et qu'il vaudrait mieux dans ces conditions qu'il aille se faire soigner. En tout cas, c'est peut-être une manière très diplomatique de faire sortir par une porte plus élégante un vieux serviteur du rugby. Toujours est-il donc que les sélectionneurs ont procédé à 3 changements. Je vous invite à regarder la composition de l'équipe de France qui va donc jouer contre l'Irlande. Le 3e changement étant Ntamak, remplacé par William Deschwer, dont ce sera la première sélection. Le départ de Cessillon provoque le glissement de Benetton du poste de flanqueur au poste de 3e ligne centre, Benezech remplaçant Armari, et surtout, grosse conséquence, c'est le retour de Laurent Cabane. Alors là, Jean-Luc Calmejane, ça vaut une cote parce que si mes souvenirs sont bons, Laurent Cabane a joué son dernier match au SBUC avec le Racing le 26 septembre de dernier et encore il jouait au centre. Oui. Et le voilà prêt pour jouer l'équipe de France. Eh oui, c'est assez étonnant, surtout avec, il lui manquait 3 mois. 3 mois de match dans les jambes. Alors avec 3 mois de match dans les jambes, suite à une blessure et puis une opération, c'est un formidable pari. Pari des sélectionneurs, mais aussi, je cherche la caméra, elle est là, pari des sélectionneurs, mais aussi pari du joueur. Et formidable responsabilité. Responsabilité des sélectionneurs et aussi du joueur. Il n'aime pas Laurent Cabane qu'on l'appelle l'homme providentiel. Et pourtant, vous allez voir, voici comment c'est dessiné. En 3 demi-journées d'entraînement de l'équipe de France, son retour en équipe de France, c'était au Stade d'Uzès. Je vous invite à y aller. Et voilà. Si vous comptez vite, eh bien, ils sont 32 et non 33. 33 comme prévu au départ, 33 docteurs, évidemment, comme pourrait dire Cessillon. Une blessure à l'épaule et simple spectateur du groupe au sein duquel figure un garçon habitué, lui, au médecin. Laurent Cabane, joueur au gros cœur. Un faux ou un tox, opéré novembre dernier d'une déchirure à la cuisse, il est là et bien là. Prétendant à une place, histoire de postuler au titre de revenant numéro 1 du rugby français. Et ce, devant Pierre Berbizier, très observateur en cette première matinée d'entraînement, et devant une poignée de journalistes interrogatifs, étonnés et tout aussi observateurs. Car enfin quoi, victime d'un grave accident d'auto en 89, ce miraculé, terriblement déterminé et bourré de rigueur sportive, est champion de France avec le Racing, et qui plus est, auteur de l'essai décisif. Et ce jour-là, les éloges pleuvent à son équipe. Et c'est Cabane qui fait la décision. Saluons Cabane, le retour d'un formidable joueur, un miraculé. Ah, si un essai qui fait plaisir, c'est bien un essai marqué par ce garçon qui est revenu avec une volonté formidable au plus haut niveau, qui est sûrement le plus grand 3e ligne actuel qu'on ait en France. C'est avec autant de volonté qu'il effectue son retour aujourd'hui. Certes, il ne sort pas de son lit d'hôpital, mais de 45 jours d'entraînement. Il a tout approuvé en cette demi-journée avec les prétendants au 15 de France. Devant Pierre Berbizier, passé du rôle d'observateur à celui d'acteur. Ah, on attend, tout le monde attend de jouer ce ballon. Ok. Par contre, allez se battre pour l'avoir, ce ballon, personne. Le soir, à
conférence de presse impromptue des managers de l'équipe de France, le pari du retour de Cabane prend forme. Samedi matin, on peaufine. L'intéressé, plus par modestie qu'autre chose, refuse de répondre à toute interview, comme gêné un peu d'être là, prêt et disponible à un moment où on ne l'attend pas. En fin de journée, après une longue discussion, tout le monde aura pris ses responsabilités. Cabane revient en équipe de France, avec le fol espoir sûrement d'inscrire son 3e essai international, mais contre les Anglais cette fois, à l'image de celui marqué, toujours au Parc des Princes, c'était il y a 2 ans. Et oui, mais les samedis ne se suivent pas vraiment, ils ne se ressemblent pas tous. Alors, on attend beaucoup du retour de Laurent Cabane, mais il ne faut pas oublier que les Anglais, dans ce triste samedi qu'ont vécu également les Français, les Anglais battus chez eux par l'Irlande ont quelques problèmes. Alors Pierre, est-ce qu'ils vont faire comme nous? Est-ce qu'ils vont apporter des changements? C'est la grande lessive, hein. 5 changements, pas moins. On lave plus blanc, c'est normal. C'est ainsi, bien joué. C'est ainsi que Callard, Tony Underwood, Bracken, Bach et Bayfield disparaissent au profit de Pearce, Hunter, Morris, Clark et Redman. Et changement de buteur, c'est Rob Andrew, le plus français des joueurs anglais, qui sera donc le buteur de ce match au Parc des Princes. Pour ce qui est du reste, je vous invite à quelques remarques persifleuses à propos et du tournoi et de l'Angleterre. On vous fait confiance pour le persiflage. Dans le calendrier du tournoi, nous sommes entrés dans l'année du dragon. Conséquence, c'est le Pays de Galles qui mène le bal. Mais à quoi finalement tient l'histoire décidément bien capricieuse de ce tournoi 94? À un poteau qui renvoie le ballon botté par l'Irlandais Elwood et offre au Pays de Galles une victoire qui aurait pu choisir l'autre camp. Pour celui du Nigérien Ojomo qui prive l'Angleterre de l'essai de la victoire contre l'Irlande à Twickenham, à une pénalité sifflée contre l'Écosse pendant les arrêts de jeu qui permet au buteur anglais Callard de transformer en une défaite. Voilà comment le grand choc tant attendu entre la France et l'Angleterre est devenu un lot de consolation. L'Angleterre n'a perdu que 5 matchs du tournoi depuis 89. Vous remarquerez que pour chacun de ces matchs, soldés par des défaites, l'arbitre n'était pas britannique. Australien et M. Fitzgerald, aujourd'hui décédé, qui arbitre le match perdu par l'Angleterre à Cardiff en 1989. L'Anglais Tig n'est resté que 7 secondes sur le terrain, un record. Néo-Zélandais et M. Bishop, qui arbitre en 90 le match historique Écosse-Angleterre. Calcutta Cup, triple couronne et grand chelem. L'Angleterre encaisse 3 pénalités et perd le match. Français et M. Dumais qui arbitre en 93 le match perdu par l'Angleterre devant le Pays de Galles à Cardiff. Plus d'un point, l'équipe d'Angleterre s'estime lésée par un essai refusé. Australien et M. McNeil qui arbitre en 93 le match perdu par l'Angleterre devant l'Irlande à Dublin. L'Angleterre par la réussite du buteur irlandais Elwood qui faisait ses débuts internationaux à Lansdowne Road. Enfin, Français et M. Thomas qui arbitre ce samedi 19 février par l'Angleterre devant l'Irlande, une équipe anglaise souvent pénalisée pour marcher sur joueur à terre. Pour le match de samedi au Parc, l'Angleterre retrouve un arbitre bien de chez elle, bien britannique, un Britannique de Belfast. Caché sous le maillot vert de l'Irlande, le hasard qui fait si bien les choses a même fait du zèle. C'est M. Hildish, l'arbitre du fameux France-Angleterre 92, qui revient samedi sur le lieu de déprime. Ce jour-là, il avait expulsé Lascubé et Moscato. À 15 contre 13, l'Angleterre avait gagné. Oui, mais j'en espère que cette fois-ci, à 15 contre 15, les Français vont gagner. On va surveiller l'arbitre. En oubliant bien sûr sur France 2 à partir de 14h30. Vous aurez d'abord France-Angleterre, on sera là-bas en direct. Et puis après, il y aura bien sûr la deuxième mi-temps du deuxième match, Irlande-Écosse. On retrouvera là-bas Jean-Luc Alméjane et Jean Gachassin. Et auparavant, on passera bien sûr la majeure partie de l'après-midi en compagnie de Pierre Salviac et de Pierre Albaladejo. Alors après le ballon ovale, on passe au ballon rond. C'était la 28e journée du championnat de France de Division 1. Vous l'entendiez tout à l'heure dans les titres. Patrick Chen nous le disait. Après les matchs nuls du Paris Saint-Germain et de Marseille, mon cher Didier Roustan, c'est le statu quo. Mais ça fait quand même bien les affaires du Paris Saint-Germain directement. Oui, plus le temps passe, c'est sûr que plus on avance dans ce championnat, plus le Paris Saint-Germain se trouve en position de force. C'est vrai, le résultat nul pour les deux formations qui vont le PSG à Auxerre et puis Marseille à Metz. Il y a beaucoup de similitudes, car outre le résultat, il y a un ballon qui a été renvoyé par le poteau de Bernard Lama et un autre par celui de Fabien Barthez. Et puis deux équipes qui ont vraiment joué la sécurité, peut-être un petit peu trop, même Jean, puisqu'il n'y avait qu'Anderson en pointe côté marseillais et que Ginola qui était bien seul côté parisien. Alors on va voir d'autres rencontres, puisque là, il n'y a pas de but, hormis ces ballons renvoyés par les poteaux. Alors tout de suite, direction la Méno, c'est parti avec Strasbourg qui s'était bien repris en l'emportant à Martigues le week-end dernier. Et là, une belle ouverture de Leboeuf et Hugues qui est plus rapide que Bel et Blanc réunis. Et puis en deuxième période, Keller qui est très en forme actuellement. Il va bien enchaîner, regardez, le dribble et le tir. Cuervo, le Stéphanois, arrive trop tard. Strasbourg a battu Saint-Etienne et se replace pour l'Europe. L'Europe toujours en vue pour Cannes qui a connu un début de match difficile à Lyon. Lyon qui ouvre la marque après ce bon travail de Franck Gava. C'est le Libérien James Debat qui trompe le maçon.
Mais malgré l'absence de Priou et Madar, eh bien Cannes va trouver l'ouverture à la 28e minute. Voilà, une belle frappe de l'Israélien Banin. Un partout à la mi-temps. 59e minute, vous allez voir le stopper lyonnais Ngoti, beaucoup trop sûr de lui. Il se fait chipper le ballon par Kader Ferraoui. 2-1, Lyon va terminer très très fort, mais le Maçon semble invincible jusqu'à cette frappe suite à ce corner du jeune, décidément un jeune plein de talent. Score final de partout et une seule victoire à l'extérieur, celle de Lens à Martigues avec un but à la toute dernière minute de ce diable de Roger Boli qui marche très très fort, tout comme son équipe d'ailleurs. Bravo Sochaux qui, grâce notamment à un super Caveglia, a passé 4 buts au Havre, ce qui n'est pas rien. 3 résultats nuls, 0-0 dans le haut du tableau. Finalement, hormis Montpellier, toutes les équipes de tête n'ont pas gagné. Vous me direz, elles n'ont pas perdu non plus. Non, alors ça, c'était pour la division 1. C'était pour la division 1. On passe à la division 2 Ça maintenant. fait rire Pierre Zergan. Je suis ravi. Et on en passe à la Super D2 avec un match très attendu qui opposait le leader Rennes à... C'était pas son dauphin, c'était le 3e, Bastia, qui attaque ici en Pérousseau sur cette action. À la mi-temps, le score est de 0-0. Et puis regardez comme c'est bien joué, cette bicyclette. Oui, signé Castro à la 47e minute. Eh bien, Rennes qui attaque toujours, mène 1-0. 6 minutes plus tard, très sûr d'eux. L'équipe corse qui pratique un très bon football. Voilà, Pichenet de l'extérieur, Camadini, 2-0. Et suite à ce corner, eh bien, Rennes reviendra par Wilford, mais il sera trop tard. Nous en étions à la suite de ce contre à la 85e minute. Donc c'est une surprise, même si Barcia, c'est vrai, marche très Super D2. Rouen qui reprend des couleurs depuis quelques semaines et qui ouvre la marque ici par Orlaville à la 20e minute contre Saint-Brieuc. Ici, c'est Quin qui marque un deuxième but pour les Diables Rouges, c'est ainsi qu'on les appelle. Ce corner est rapidement joué et à la suite de ce centre, eh bien, on trouve Orlaville 3-0 et ce n'est pas puisque une minute plus tard, cette fois, c'est pas un corner qui est rapidement joué, mais un coup franc et Orlaville qui lobe bien Manteau. Il lève les bras, il sait depuis longtemps que ce ballon va toucher les filets. 4-0 et 88e minute, toujours Rouen déchaîné décidément en attaque avec Orlaville. Le Caridas, le 4e but, non, le poteau qui renvoie et finalement Bochert. Cela fait complet de cette Super D2, pas les résultats, les résultats. Et oui, Rennes-Bastia, donc il s'agissait de l'unique victoire à l'extérieur. Au classement, Rennes est rejoint au classement par Nice, qui n'a pourtant fait que match nul à domicile devant Charleville. Et encore, l'égalisation est survenue à 12 minutes de la fin, à signaler entre autres la victoire du Red Star sur Nancy et tous les détails sur le 36, 68, 19, tous les détails, division 1, division 2, enfin je parle du téléphone. Évidemment. Oui, bien sûr. Alors, 36, 68, 19. Bon, voilà. Ça c'était pour le championnat français. Voilà. 2D1, 2D2. On va partir à l'étranger parce que là aussi, c'est passé plein de belle guirlande de buts, mon cher. Voilà, une belle guirlande de buts que nous ne devons pas évidemment à nos stations de France 3, c'est que c'était le cas. En revanche, pour la Super D2, ça fait rire Pierre Salviac. Oui, enfin du bout des lèvres, c'est pas bien grave. Alors, on enchaîne avec tout de suite les résultats portugais. Benfica, qui a fait match nul à Farense, reste néanmoins en tête. Et Barcelone, dans le match au sommet contre le leader La Corogne, l'a emporté 3-0 grâce à ses buts des joueurs étrangers, Stoïkov, Laudrup et Romario. Romario qui avait marqué le deuxième. On enchaîne avec toujours ces matchs des États-Unis qui se préparent pour la Coupe du Monde contre la Suède ici. Et les États-Unis qui ouvrent la marque par Pérez à la 4e minute. Nous sommes à la Suède va bien se reprendre. Il y a des petits boulevards au niveau de la défense américaine. Et cela profite tout d'abord à Larsson à la 30e minute. C'est pas terminé pour ce pauvre gardien américain. C'est un plan bizarre. Et voici une très belle reprise. Là, ça passe entre ses jambes de Kenneth Anderson, le géant attaquant. Minute. Et puis en deuxième mi-temps, à la 56e minute, parti à la limite du hors-jeu, Lillenberg, très facile, donc victoire de la Suède, match amical contre les États-Unis, 3-1. Et Manchester a fait match nul à West Ham, 2 buts partout. Eric Cantona n'a pas marqué, mais Blackburn, qui talonne un petit peu Manchester, a perdu à Arsenal. Donc Manchester a toujours 7 points d'avance. Et un match en moins en Allemagne, le Bayern de Franz Beckenbauer a écrasé Duisbourg et se trouve maintenant seul en tête du classement. Encore des images, cette fois-ci elles nous viennent de Belgique avec Anderlecht ici en blanc qui reçoit Beveren. Et c'est la surprise puisque Beveren ouvre la marque ici par Vovitz à la 12e minute. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Voilà, on a du mal à envoyer ce ballon. Le joueur est pris à contre-pied. Le temps qu'il se retourne, eh bien, dans son 2 a surgi Van Dovertveld. C'est très mal engagé, décidément, pour Anderlecht, qui joue pourtant sur sa pelouse fétiche du parc Astrid. Et puis en deuxième mi-temps, il y a tout d'abord Sofim qui réduit la marque à la 72e minute. Les Belges sont très forts au niveau mental. Ici, la reprise est magnifique du pied gauche de Velem, 2 buts partout. De cette partie, eh bien Anderlecht, il est passé en force, oui, il a fait la différence, très bien fait en retrait ce ballon
Et une belle frappe croisée de Milice en 3-2. Cette fois, les résultats qui vont suivre nous viennent de Belgique, les autres résultats, alors que du côté néerlandais, eh bien pour les Pays-Bas, eh oui. C'est passionnant car il y a beaucoup de neige aux Pays-Bas. Et pour terminer, l'Italie avec la coupe en milieu de semaine, la Sampdoria à Parme. À l'aller, les Génois ici en bleu qui attaquent avec Lombardo l'avaient emporté 2-1. Mais vous savez que cette équipe de Parme est redoutable. Elle vient de remporter la Super. Eh bien, n'inquiète pas, Ruud Gullit parti à la limite du hors-jeu. Pas facile, il faut passer sur son mauvais pied, le gauche, ça rentre. Et la Sampdoria l'a emporté grâce à son vétéran, Ruud Gullit, qu'on retrouvera vraisemblablement lors de la prochaine Coupe du Monde. Il y avait un super Pagliuca dans les buts. Dans l'autre demi-finale, Ancon a fait match nul à Torino. Donc en finale de la Coupe d'Italie, on retrouvera la Sampdoria et Ancon. Et voici les résultats italiens. Milan a battu Foggia 2-1. Jean-Pierre Papin ne jouait pas. La Sampdoria sur sa lancée l'a emporté à Rome. Et puis Roberto Baggio a marqué 2 des 3 buts de la Juve à Bergame contre l'Atalanta 3-1. Donc au classement, Milan toujours largement en tête. J'ai un problème. J'ai un chat dans la gorge depuis le début des buts étrangers. Allez, il fallait que je l'évacue. Voilà. Soignez-vous. On va terminer avant de retourner à Lillehammer. On va donner quelques résultats. Sachez qu'en escrime, le Français Jean-Philippe Dorel a gagné au sabre à Munich, une épreuve comptant pour la Coupe du Monde. Et la 3e place de Valérie Barlois chez les féminines, c'était à l'épée, à Sao Paulo, une épreuve remportée par l'Italienne Laura Chiesa. En tir à l'arc, Marc Dallenbach et Séverine Bonal sont devenus champions de France. Cyril Esquirol a remporté, lui, en moto, la Gilles Lallet classique. En boxe française, les demi-finales du championnat de France ont eu lieu à Montpellier. Victoire notamment de José Pinheiro et de Johnny Deliron, demi-finaliste en 93. En boxe, Mehdi Labouni est devenu champion de France des plumes et Fawzi Abab des super welter. En basket handisport, Meaux est en tête du championnat de France devant Berck. Et en ring hockey, Saint-Omer, après 14 journées, est toujours en tête du championnat de France devant Mantes. Enfin, championnat de France d'athlétisme, il y a eu un beau record de France hier pour Viviane Dorsil au 400 mètres en 52-24. Des championnats de France où les superstars n'étaient peut-être pas là, mais on a quand même noté quelques bonnes performances, et on va le voir en image, avec notamment Jean Galfione au saut à la perche, 70, champion de France. Et puis à la longueur, bel exploit du jeune Montreuillois Borderan, qui avec un bord de 7,71 m devant Serge Elan, bravo. Au 60, victoire de Franck Boata en 6,65 devant Laurent Neveau à 2 centièmes. Il est le premier Français, Sangouma lui n'est que 4e. Au 3000 mètres, surprise avec la battue par le vétéran Pascal Thiebaud. Les sélections pour le championnat d'Europe en salle à Paris, qui se déroule le 11 et 12 prochains, seront données demain. Et ça sera bien sûr chez nous en images. En voile, Eric Tabarly est un peu soucieux pour l'instant. Son bateau La Poste est dominé chez les Maxi, notamment par le surprenant bateau suisse Mérite. Mais le Cap Horn approche avec son lot de gros temps. Et là, tout peut changer. Cela va devenir très très dur. Le paysage est de rêve, mais l'effort est intense pour se qualifier dans le raid Argentine. Deux Françaises pourtant se comportent très bien, Karine Duré et Laurence Marin. Elles ont gagné leur place pour la finale du trophée qui se disputera en mars prochain et ça aura lieu en Turquie. Toujours spectaculaire, le trial. Celui-ci avait lieu près d'Angers. C'est une préparation pour les épreuves du supermotard. Le principe, c'est de franchir des obstacles impossibles sans poser le pied à terre. Un exercice de style. Les finales viennent de se terminer. Victoire de Jean-Luc Nictou après une lutte serrée. Canuzzi. Stéphane Caron ne nage plus, mais il est toujours une star. Il parrainait le meeting international de Toulouse. Il était disputé en bassin de 25 mètres. Victoire de Lionel Poirot, 200 mètres nage libre. De Jean-Lionel Ray au 400 mètres 4 nages. Et de Céline Bonnet également au 400 mètres 4 nages. Enfin, on va terminer ces résultats par le tiercé. Il fallait jouer aujourd'hui le 18, le 19, le 14, l'As et le 12. Vous téléphonez bien sûr pour avoir les rapports au 36 70 7 1 2 et 3. Voilà, c'est fini pour le tiercé, c'est fini pour les images ici. On retrouve tout de suite Lillehammer, à vous Patrick Chêne pour la suite de l'actualité des Jeux Olympiques. Suite et fin. Merci Jean, vous avez l'air en pleine forme hein, avec Salviac, Roustan, Blanco et les autres. Votre pull vert, s'il vous plaît. En cadeau, vous m'emmenez votre pull vert. La semaine prochaine, Jean, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai un pull vert et moi je serai en costume cravate à Paris, moi aussi. Merci Jean, merci à tous. C'est vrai que vous avez l'air en forme. Bien, eh bien nous on va tirer le bilan, c'est le moment. On va finir ce stade 2 avec le bilan des Jeux. C'est Bernard Goua, le chef de mission, le responsable de mission de l'équipe de France qui nous a rejoint. Bernard Goua, merci d'être avec nous. Alors,
Les Français aiment beaucoup le sport, ils aiment beaucoup les sportifs français, donc ils sont déçus en France. Alors ne me dites pas que vous n'êtes pas déçus. Si, Patrick, nous sommes un peu déçus. Il est vrai que les résultats qu'on a eus ne correspondent pas à nos prévisions. Nous sommes déçus, mais nous ne sommes pas découragés. Un petit peu de chance. On a quand même une douzaine de places, 4e, 5e, 6e. Ça n'a pas très bien fonctionné. Alors, à qui faut-il s'adresser pour dire qu'on est déçu? Il y a le président du CNOSF, il y a le responsable de mission, il y a les présidents de fédération, il y a les ministres. Qui gère tout ça? Qui va prendre des décisions? Si on doit prendre des décisions, c'est-à-dire pas des décisions, on ne va pas couper des têtes, mais remettre en cause les gens, remettre en cause les méthodes. Qui va faire ça? Il ne faut pas exagérer quand même. Dans les Jeux Olympiques d'hiver, la France, c'est pas la Norvège. Depuis qu'ils existent, distribués, nous en avons récolté avec celle de Lillehammer 53. À Calgary, nous avons eu 2 médailles seulement sur un seul athlète, Franck Picard. Nous réussissons bien quand nous sommes à Albertville, à Grenoble, voire même à Saint-Moritz, depuis que les Jeux existent. Oui, ça c'est en dehors, bien, vous avez raison. En dehors, c'est 1, c'est 2, c'est 3. Comme la France par rapport à l'Italie, par rapport à d'autres nations, on peut espérer 12 médailles quand même, 10-12 médailles. C'est ce qu'on avait souhaité, 10-12 Alors, médailles. qu'est-ce qu'il faut faire pour les obtenir? Bien, je pense de motivation de nos athlètes. Nos athlètes, ça, sûr. Non, sincèrement, on n'a pas eu de chance, mais je ne veux pas reprendre les phrases de Pierre de Coubertin qui disait l'important c'est ne pas de gagner, mais c'est de s'être bien battu. Non, ouais. non, c'est de s'être bien battu. Nos athlètes se sont bien battus. Alors, dire mise en cause quand même, on va se mettre autour d'une table, on va discuter. Non, on va pas faire ça? Certainement, certainement. Moi, en ce qui me concerne, si en dehors du chef de mission, on va se poser des questions. Pourquoi nous avons échoué avec Surya Bonali? Peut-être trop de pression, ou je ne sais pas. Il y a des championnats du monde dans 20 jours. Donc, il y a un état d'esprit de remise en cause. Oui. C'est bien. Je crois que tout le monde en est conscient. C'est bien. On va maintenant voir ce bilan français, justement. C'est Claude Aymar qui a vraiment tracé le portrait de tous ces Français. On va voir ceux qui ont complètement raté, ceux qui ont réussi, ceux en qui on peut espérer, ceux qui n'ont pas eu de chance. Claude nous raconte tout en 4 minutes. Regardez, Claude Aymar. Un sourire qui vaut beaucoup d'argent. Un regard à faire trembler les chronomètres. Anne Brillant, à cette année encore, obtenant la médaille d'argent en biathlon 7 km 500, elle porte décidément très haut les couleurs de la France. Edgar Gros-Piron s'est lui aussi encore élevé dans l'histoire française des Jeux. Le bronze de Lillehammer après l'or d'Albertville, chapeau. Mais l'artiste a salué l'olympisme. À Nagano, il manquera un rond. Mais la France de l'olympisme a cette année découvert un parrain. Philippe Candeloro, caïd de la glace, enlève la médaille de bronze en patinage artistique. Les Français n'en avaient plus eu depuis 72, depuis Patrick Perrat. Avec un programme original et plein de fraîcheur, le Français a mis tous les juges derrière lui. Les filles aussi bien que les garçons aussi haut que les filles, le biathlon français est vraiment très fort. Avec 2 médailles en relais, 2 médailles de bronze, soit 3 au total sur les 5 françaises. Pour Anne Brillant, c'est la 2e. À l'image des slalomeuses, le ski alpin français a chuté lourdement. Pas une seule médaille, cela n'était plus arrivé depuis 56. On a un peu espéré avec Luc Alphand, meilleur temps aux entraînements descente. Hélas, il finira seulement 8e. Et puis comment ne pas parler de Carole Merle et de Franck Picard. On attendait sans doute un peu trop d'eux. Carole finit 5e du géant à plus de 2 secondes. Franck Picard finit lui très loin de ses médailles de Calgary et d'Albertville. Déception aussi du côté des hockeyeurs. Quart de finaliste à Albertville, ils devaient battre les Italiens pour espérer au moins la même performance. Ils s'inclinent 7-3 sans avoir jamais vraiment été. Enfin, très grosse déception avec Surya Bonali. Le bronze lui semblait promis, mais une faute sur un triple luxe a fait disparaître tous ses espoirs de podium olympique. Malchance. Que dire pour Jean-Marc Baquin? Sur son dernier saut d'échauffement, il se blesse gravement à un genou à un quart d'heure du début de la compétition.
les dents, il va tout de même s'élever 2 fois dans les airs, bien que ses chances de podium, réelles au départ, se soient envolées. Que dire également pour Hervé Ballan? Lui aussi aurait pu réchauffer la France olympique avec une médaille. En fait, le froid norvégien a eu raison de lui. Il faisait ce jour-là pratiquement moins 20 degrés. On reparlera sans doute d'eux dans 4 ans. Mélanie Suchet, 17 ans, Nicolas Burtin, 22 ans, c'est la jeunesse du ski alpin. Suchet 5e, Burtin 6e, les jeunes l'ont bien descendu. Ils ont bien bossé aussi. L'Olive, Olivier Cotte, 23 ans, il termine 4e. Et puis Cancan, Candice Schild, 21 ans, elle finit 5e. Enfin, on ne peut pas oublier le combiné nordique, Fabrice Guy et Sylvain Guillaume. Ils avaient pris leur envol à Albertville, le tremplin de Lillehammer, les amis, à jouer. Mais dans 4 ans, ils seront à nouveau là, alors à bientôt. Merci Claude pour ce bilan. Et puis nous avons invité également David Moretti. Pourquoi? Parce qu'il représente le succès français. C'est vrai que 3 des médailles, 3 des 5 ont été obtenus par le biathlon. Vous êtes entraîneur des biathlètes masculins. Ce qu'on n'attendait pas, il faut être honnête. On disait 5e, 6e, ce serait très bien. Une médaille. Alors vous avez un tuyau à donner à Bernard Goua, là, une recette? Oh, j'ai pas franchement de recette à donner à Bernard Goua, non, mais la médaille des garçons... au dernier moment, puisqu'on en espérait une sur la première, on en espérait une sur la deuxième course, et puis ne voyant rien venir, c'est effectivement très difficile. Mais compte tenu du début de saison que les garçons nous avaient fait, qui était vraiment excellent, où ils avaient ramassé des podiums dans chaque Coupe du Monde, on peut dire, eh bien, ça aurait été vraiment dommage de ne pas la faire. Alors, l'état d'esprit, qu'est-ce que c'est dans cette équipe de France? Qu'est-ce qui a manqué aux autres? Je ne vous demande pas de juger les camarades, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait la différence pour vous, pour positiver? Qu'est-ce qui a fait la différence? Que cette équipe s'est ressoudée, qui n'avait rien gagné, s'est dit il n'y a pas trop de pression? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, de la pression, on en avait, ça c'est évident, parce qu'on voulait prouver justement que l'on était capable aussi de réussir dans les grands événements. Eh bien, notre réussite, je pense qu'elle est due au fait que le biathlon a toujours travaillé un petit peu... c'est une petite famille sur laquelle les garçons et les filles sont vraiment très très heureux d'être ensemble. Vous ne souffrez pas du gigantisme, d'une grosse fédération? Oh, non, il n'y a pas de problème. On est toujours un petit peu, je dirais... des coins reculés parce que le biathlon, ça ne se fait pas toujours où on aimerait que ça se fasse, pour que les gens le voient d'une façon un petit peu plus médiatique. Mais le fait de travailler comme ça, sans trop de pression finalement, ça a certainement aussi aidé à la réussite. Alors j'aimerais vous expliquer quelque chose, David. C'est le volume de travail que représente justement... Vous savez, il y a des gens qui s'intéressent au sport une fois tous les 4 ans, de leur bureau bien au chaud, et qui disent « Ah, les Français, ils sont nuls, ils n'ont pas de médailles ». C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de médailles, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les athlètes, on ne va quand même pas leur reprocher. Il y a peut-être des méthodes à revoir, mais parlez-moi un peu de ces volumes. Quand on voit des gamines, M. Goua aussi, de 15-16 ans, qui vont à 6 h du matin à la patinoire avant d'aller au lycée, là, les biathlètes, ça représente seuls dans les forêts tous les jours pour faire des kilomètres? Oui, c'est un peu ça. Disons que le minimum pour les garçons représente 600 heures de travail, et pour le maximum 900-950 heures de travail foncier, bien sûr. Parce qu'il y a le tir en plus, qui prend pas mal de temps, qui en prend au moins autant, et donc ça fait pas mal de... Cette petite précision, juste pour garder quand même le respect aux athlètes. C'est vrai qu'il faut critiquer les résultats quand ils ne sont pas bons. On le fait, on remet en cause certaines choses. Mais les athlètes, il faut savoir que le matin, dans les banlieues, quand ils s'entraînent à 6 h du matin, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'argent. Et il faut aussi respecter quand même le travail des athlètes français. Je ne connais pas un athlète qui ait échoué aux Jeux Olympiques et qui soit vraiment souriant. Alors, vous allez nous proposer votre regard sur cette dernière semaine. On s'est régalé, il faut le dire. Il y a eu une ambiance ici très très particulière, très chaleureuse, à dimension humaine. Ça a été des grands jeux. Soyons pas trop franco-français. 5 médailles seulement, mais quels Jeux Olympiques. Dimension des Jeux, la dimension du pays, c'est extraordinaire. Et je vous propose, moi, la cerise sur le gâteau. Ça pourrait s'appeler Ice Cream de lèse-majesté. Vous allez comprendre pourquoi. Le cri primal, celui de la naissance d'une championne, Oksana Bayou, l'Ukrainienne, l'héroïne de la glace tragique d'Hamar. Blessée la veille de la compétition, pas sûre d'y participer. Traumatisée par les chutes successives des prétendantes.
bouleversé par la guerre des gangs du patinage américain. Le conte de fées noires d'une nuit de pleine lune. Il y a la vilaine fée rouge Tony Hardings et ses manières cavalières. La gentille fée bleue, Nancy Kerrigan, adulée d'une Amérique naïve qui raffole des Dallas sur glace. Mauvais sort, qui frappe une chaussure trop petite, une chaussure de verre brisée comme dans un cauchemar. Heureusement, et Oksana Inechel-6, le ciel ce soir-là lui est tombé sur la tête, en finale de ce qu'on aurait pu appeler femme au bord de la crise de... Bonnie St. Clyde est une femme charmante. Elle n'a ni la gueule, ni le nom d'une star. Elle n'a donc pas de contrat avec Hollywood. Mais elle a le plus beau palmarès de l'histoire du sport olympique américain. 5 médailles d'or sur la glace. Bonnie Blair, superwoman, qui rêve d'un tout autre contrat, fonder une famille. Fier de sa victoire, fier de son pays, le dernier relayeur du 4x7 km et demi. L'étendard levé, le fusil rangé pour une marche triomphale pacifique. Ils ne sont que deux, pas non plus leur petit drapeau. Quant à nos relayeurs, eux, le drapeau, ils n'y ont pas pensé. Mais qu'importe, ils nous ont fait bien plaisir. Ils nous ont même fait oublier la tragique séance des tirs au but. Souvenez-vous, France-Allemagne, Séville, 82, aussi un remake. Cette fois, l'Allemagne mène 4-2. Anne Briand revient à 4-3. Frappe le poteau pour le 4-4, puis la transversale. Elle entame donc une séance supplémentaire. Encore une fois, l'Allemagne s'échappe. Quant à Nishikata, il aurait mieux valu qu'il reste chez lui. Son geste n'a vraiment rien d'olympique. Énervée nos asiatiques, boudeuse mademoiselle Zhang, un bouquet jeté, une médaille rejetée. Elle n'a pas supporté l'injustice dont elle s'est sentie victime. L'Américaine a pris appui sur son genou. Est-ce une raison pour mettre un coup de lame? Le comportement des Norvégiens. Sur les podiums, sur le terrain, dans les tribunes. Simple, naturel, bon enfant. Eux n'ont pas oublié que ce ne sont que des jeux. Et quel jeu, merci Dominique. L'actualité va reprendre. Avant de vous dire au revoir de Lillehammer, on jette un petit coup d'œil sur l'agenda, sur ce qu'on vous proposera le week-end prochain sur France Télévisions. Vous allez voir le programme, oh là là, le sport ne s'arrête pas loin de là, puisqu'on va parler bien sûr de rugby avec France-Angleterre dès 14h35 sur France 2 pour le match à 15h avec un France-Angleterre explosif. Les deux équipes n'ont pas le droit de perdre et derrière on retrouve Jean-Luc Alméjane après Salvia Calbaladejo. On retrouve Calméjane Guéchassin pour Irlande-Écosse. Le lendemain, on retrouvera le All-Star Game. Il va falloir trouver un autre nom d'ailleurs maintenant. Hein. Le jeu des étoiles, le match des étoiles, peut-être entre les meilleurs Français de la saison. Paris-Nice, c'est le départ. Dans Sport Dimanche également, la semaine suivante, nous vivrons l'arrivée du côté du Col d'Aise. Et puis du sport automobile, cher à l'ami Thierry Blanco, c'est le trophée Andros. Notez d'ailleurs que dans la semaine prochaine, dans Stade 2, eh bien, nous verrons un reportage sur Benfica et le football du côté de Lisbonne avec Alain Vernon. Et également un reportage sur la Gilles Lallet Classique. C'est une course moto que nous a préparé Thierry Blanco. Voilà pour le programme de la semaine. Nous, c'est la fin. Alors, c'est un peu classique.
Mais c'est souriant comme Richard Dio, parce qu'on a vécu ici, comme Jean-Paul, on a vécu ici 15 jours formidables. J'espère que vous avez partagé notre plaisir. Alors, ça fait toujours, on dirait, vous savez, les 7 d'or ou les Césars, de dire les équipes ont été formidables. Mais c'est vrai que tous ceux qui sont derrière, ça fait une centaine de personnes. On aimerait leur remettre la médaille. Alors, on ne dit pas le métal, hein, mais la médaille, j'allais dire même de l'amitié. Ça existe dans nos métiers aussi, vous savez. On a eu une ambiance super, on a eu un boulot formidable. Alors, cette médaille, je la mets là, elle appartient à tout le monde. On a été ravis. Richard, oui? Dans mon micro. Très heureux, très bien. Bon, rendez-vous la semaine prochaine, de 20h05, toute la semaine prochaine, c'est le Journal des Sports avec Gérard Rolls sur France 3. Nous, ce soir, on va peut-être boire un petit coup. Hein, je crois qu'on l'a bien mérité. Et puis, on vous salue, on vous dit vraiment que le sport, c'est super. Même quand il n'y a pas beaucoup de médailles, c'est vraiment super. Au revoir, Stade 2, c'est la semaine prochaine, à 18h20, en cravate, costume, Paris, le brouillard, la neige et tout. Au revoir. Sport de Troyes vous a présenté Stade 2. Avec les magasins Catena, partenaire officiel de l'équipe de France olympique. Et le Crédit Lyonnais, la banque des Jeux olympiques. L'anéantir.